Bon, puisque la FFP est une organisation militante, on va faire une matinée militante, mais militante peut-être pas au sens classique du militantisme, mais plutôt de la manière dont on peut regarder aujourd'hui notre travail au vu des nombreuses tendances de changement qui traversent la question de la planification urbaine. Donc j'ai placé cette conférence ce matin sous le vocable inversion du regard, qui est un peu maintenant un champ, un laboratoire sur lequel je travaille depuis le Grand Paris, depuis la compétition qui a quand même presque 5 ans maintenant, je crois, et dans laquelle on avait pour la première fois posé cette hypothèse que peut-être qu'il faut appréhender la ville par la campagne et non plus de la ville vers la campagne. Donc avant de rentrer dans ces travaux sur lesquels je suis en train d'élaborer ce concept de l'inversion du regard, je vais quand même faire partager 2-3 choses qui sont un peu mon regard sur la manière dont se produit la ville aujourd'hui. C'est toujours très intéressant quand on arrive sur une ville en avion. Donc on a toujours une vision. Voilà, ça c'est ce qu'on voit quand on arrive sur Paris, quand on atterrit à Orly. Et je trouve que cette photo est assez significative de ce qu'ont été les productions, les extensions urbaines dans les 30 dernières années. Vous savez, ça c'est l'autoroute de l'Est ici, et ça c'est un petit morceau de Marne-la-Vallée avec 1, 2, 3, 4, 5 ronds-points sur 300 mètres. C'est une manière de peut-être un petit peu exagérer sur cette photo, mais à peine. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui a vraiment été à l'origine des dessins urbains dans les 30, 40 dernières années, ce ne sont pas les urbanistes, ce ne sont pas les architectes, ce ne sont pas les paysagistes, c'était les ingénieurs routiers qui ont fabriqué les dessins des villes. Et ça a donné ce que ça a donné, vous connaissez tous l'état du périurbain en France, mais pas qu'en France, avec, voilà, ça dessine des parcelles qui sont plus ou moins grandes, et puis après, on demande aux urbanistes, puis aux architectes et aux paysagistes de remplir les cases comme un puzzle de Ravensburg. Voilà, ça c'est une première constatation qui est flagrante quand on arrive dans les villes par l'extérieur et qu'on regarde la manière dont ça se produit. Ah, je passe en arrière. Voilà, bon, sur toujours cette grande couche qui s'est installée aux franges de nos villes historiques, on a cette image-là qui probablement est assez symptomatique de la manière dont s'est produite les grandes périodes, les grandes expansions urbaines. Maintenant, on appelle ça le périurbain. J'étais encore à une réunion organisée par Matignon sur ce sujet, parce que le pouvoir politique commence à comprendre que après les grands ensembles, le prochain sujet, ça va être celui-là. Et que celui-là, il est d'une certaine manière beaucoup plus difficile à appréhender que l'étaient les grands ensembles dans lesquels on avait quelques propriétaires et énormément de prise par l'action publique. Là, on est dans un univers privatif, de plus en plus privatif. Ces cités, dans d'autres pays, se ferment quasiment avec des gardiens et des vigiles. Et donc, curieusement, quand on regarde la carte électorale, par exemple, des dernières présidentielles, par exemple, on s'aperçoit, ou en tout cas le pouvoir politique commence à s'apercevoir qu'il y a un malaise, parce que c'est même dans des situations plutôt socialement assez privilégiées, ce sont des grands réservoirs du Front National. Donc il y a un mal-être qui s'exprime dans ces cités, que je comprends bien, parce qu'ils ont été construits quand même sur un hiatus.
parce qu'on ne peut pas dire que ça appartient encore au monde de l'urbain, ça fait plutôt référence au monde de la ruralité, mais cette ruralité, elle est totalement artificialisée dans un décor dans lequel la nature, au fond, est une sorte de décor dans lequel on a installé ces jolies petites maisons de Monopoly. Et ce qui me frappe quand même quand on regarde un peu ce qui s'est produit dans les 30 dernières années, c'est que c'est l'ampleur qu'a pris ce phénomène. C'est particulièrement flagrant dans la région parisienne, mais vous pouvez aller sur toutes les grandes villes françaises. Vous voyez que cette espèce de tâche, elle a pris une ampleur absolument énorme. Donc, pour nous, professionnels, on aura à peine fini de résorber les grands ensembles. Quand même pas mal de choses qui ont été réglées aujourd'hui sur tout n'est pas réglé, mais quand même, on sait au moins comment faire. Mais voilà le sujet suivant, c'est comment on va retravailler sur cette question-là. Ensuite, il y a aussi dans cette production de l'urbain une autre rupture qui est extrêmement difficile à accepter, c'est cette manière dont se produit le bâtiment lui-même, et plus particulièrement le logement. Je crois que la France est la championne du monde du petit logement, et cette réalité-là, qui évidemment ne correspond plus à rien en termes de mode de vie, elle s'accentue encore par la surnormalisation de l'acte de construire. Vous prenez par exemple la loi sur le handicap de 2005, elle a imposé, par exemple, qu'on puisse faire un demi-tour dans les toilettes avec une chaise roulante. Évidemment, c'est très louable comme intention, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que cette surface-là, elle a été prise sur le salon. Et donc le salon devient de plus en plus un couloir. Le produit d'investissement, parce que c'est malheureusement la grande production du logement reste encore un produit d'investissement assez loin des demandes des futurs habitants. D'ailleurs, l'architecte, il connaît jamais ses futurs ses occupants, le promoteur à peine, s'y intéresse d'ailleurs. Mais donc il y a eu quand même, par ce phénomène de rapetissement des surfaces, une espèce d'explosion, parce que l'architecte, c'est pratiquement la seule chose sur laquelle il peut encore vraiment travailler, c'est sur les excroissances des bâtiments, puisque celles-là ne sont pas comptabilisées dans la chaude, et que vous voyez aujourd'hui, quand vous promenez un peu dans les opérations de logement collectif, une sorte d'excitation, de vibration sur cette manière de retrouver un peu de surface en travaillant sur l'extérieur. C'est pour nous, paysagistes, assez intéressant parce que, d'une certaine manière, ça fabrique par défaut une sorte d'interface possible entre le monde extérieur et le monde intérieur, qui est un peu un de nos champs de travail, de prédilection. À ces questions-là se rajoute un invité surprise, ou pas surprise d'ailleurs, parce que les accidents environnementaux, dont la caractéristique est qu'on ne sait jamais où ça va se produire, ni quand ça va se produire, mais ce qui est sûr, c'est que ça va se produire. Prenez le week-end niçois d'il y a 3 semaines, montre à quel point cette question de la question environnementale, alors, soit à travers des problèmes d'inondation, mais comme on est à quelques jours de la conférence climatique, on peut mesurer à quel point ces paramètres nouveaux, qui sont des entrants dans les champs de la planification, avec lesquels on essaye de commencer à travailler, mais c'est pas encore, on n'a pas vraiment d'outils. Avec l'eau, ça va à peu près, parce que l'eau est assez prévisible, elle coule toujours du haut vers le bas, et que on a, par exemple, avec le climat,
avec la température, on n'a pas encore trouvé... j'en parlerai tout à l'heure sur les expériences qu'on avait faites sur cette question-là, sur la compétition pour le Grand Paris. Mais cette question, à nouveau, se traduit par un renforcement, finalement, du corpus réglementaire qui s'agrège autour de cette question, au nom du principe de précaution, bien sûr, et qui fait que, au fond, la question du paysage, maintenant, elle s'aborde d'une manière privilégiée par la question réglementaire. Je suis absolument fasciné par le temps que nous mettons dans nos projets à essayer de voir comment on peut composer avec tout le corpus réglementaire qui s'est agrégé autour de cette question environnementale. Ce qui nous éloigne d'ailleurs du vrai sujet souvent, puisque ces questions procédurales sont souvent extrêmement normatives et évitent ou ont peur de toute invention. Donc, on a un peu le privilège en ce moment de s'envoler pour travailler ailleurs, dans des pays qui n'ont aucune norme ou aucune règle, et que cette fraîcheur-là, finalement, de l'invention que je peux retrouver en Inde ou dans des pays qui sont encore loin de notre manière d'aborder ce sujet, montre qu'il y a une approche possible par le projet qui... Voilà, bon, des images de ce type-là, il y en a beaucoup qui commencent à Xintia, les inondations dans le Var, Montpellier l'année dernière, etc. Donc, ce sont des pans entiers de territoires urbanisés aujourd'hui qu'il faut remettre sur le chantier avec des paramètres nouveaux. Bon, voilà, c'est peut-être pas une vision très optimiste de la situation dans laquelle nous nous trouvons, mais je dis toujours que pour nous, concepteurs, les périodes de crise sont intellectuellement, en tout cas, les meilleures périodes parce que ce sont des périodes d'invention. On est entre deux eaux. Nous rentrons dans le XXIe siècle avec beaucoup même de marche arrière, mais en même temps, ce sont dans ces périodes d'incertitude qu'on voit naître ce qui pourrait être la prochaine génération d'intervention sur cette question de l'urbain. On voit d'ailleurs des signes qui sont extrêmement spectaculaires. Tout le monde connaît dans le monde. Ça m'a fasciné d'ailleurs, c'est le miroir d'eau qui lui-même est le symbole des reconquêtes des berges de la Garonne à Bordeaux, qui lui-même est le symbole de toute une famille de projets que j'appelle Reconquête des fleuves, qui est quand même maintenant un thème qui a commencé à vraiment émerger dans notre métier il y a une quinzaine d'années peut-être, et que je ne connais plus une seule ville qui ne s'est pas vraiment reposé cette question de ce rapport entre les grands éléments et l'urbain. C'est sans doute la partie la plus facile ou la plus urgente à reconnecter, parce que très souvent, quand même, la première chose que je fais quand je suis appelé à travailler dans une ville, c'est que j'essaie de comprendre pourquoi la ville a été construite à cet endroit et pas à côté. Et il est évident que Bordeaux n'existe que par la Garonne, mais pas que par la Garonne, par ce coude qui a fait ce merveilleux front urbain du XVIIIe siècle, et que cette remise en évidence de ces fondamentaux, c'est le premier pas, j'ai envie de dire, le plus facile et le plus spectaculaire dans cette réconciliation entre ville et nature. Ça a donné, d'ailleurs, dans le monde entier, une forme qui est un des produits de spéculation les plus extravagants, qui est la waterfront, un produit mondial que vous retrouvez aussi bien au Brésil qu'à Dubaï, qu'en Inde, qu'au Japon. C'est une des images de ce rapport ville-nature, qui n'est pas celui dont, évidemment, je suis le plus passionné, mais même, vous voyez, c'est une image de Marseille, c'est pas exactement comme ça qu'on imagine Marseille, mais là, ça c'est
la tour de Zaha Hadid, là, qui a été construite, et les autres sont celles qui sont dans les cartons pour faire de la partie est d'Euroméditerranée le centre d'affaires, sans laquelle les élus pensent à tort ou à raison qu'ils ne peuvent pas jouer dans la cour des grands s'ils n'ont pas ça, quoi. Donc vous voyez que alors, ça produit aussi des choses qui sont parfois très spectaculaires. Je fais l'année dernière le voyage comme ça, 3 jours entre Doha, Abu Dhabi et Dubaï, parce que c'est sans doute les waterfronts les plus extravagantes, les plus incroyables qu'on peut imaginer dans le monde. Mais je dois dire qu'au bout de 3-4 jours, j'avais une vraie nausée. Et que ce rapport primaire extrêmement spectaculaire, hein, pour les photos, dans les faits, produit une qualité de vie qui n'a aucun intérêt. Cette question, donc, de ce rapport ville-nature, il se joue avec l'eau de manière spectaculaire. Il se joue aussi avec d'autres composantes, notamment de toute la partie agricole, agri-forestière. Et sur ce thème-là, c'est beaucoup plus difficile de travailler pour l'instant. J'ai pris simplement cet exemple très symptomatique de la région parisienne, c'est Clichy-Montfermeil, sur laquelle j'ai eu l'occasion de travailler avec Yves Lion. Et vous voyez, vous avez ici une forêt qui est la forêt de Bondy, qui est une magnifique forêt, fermée par un grillage, avec à côté une des cités les plus déshéritées de la région parisienne. Entre les deux, zéro contact. L'une est classée Natura 2000, donc sacralisée, voilà. Et de l'autre côté, vous avez une espèce de plateau, de tours et de bars. Et cette question de comment on fabrique, parce que là, on est très loin des grands centres urbains, mais comment on pourrait, avec ces éléments-là, fabriquer ou donner une autre image de ce rapport ville-nature dans des situations de ville en crise comme ici. On a essayé de l'explorer en essayant de faire rentrer un certain nombre d'éléments de la cité. Parce qu'évidemment, comme elle est fermée, mais elle n'est pas vraiment fermée, c'est comme la forêt africaine, elle devient le lieu de tous les fantasmes, à tort, mais pas tout à fait à tort, parce que à partir du moment où c'est un territoire de non-pratique sociale, s'installent celles qui sont totalement illégales, notamment le trafic de drogue, etc. Donc, si on veut sortir de ces oppositions qui sont complètement absurdes, on doit, mais qui aujourd'hui est capable de déclasser Natura 2000. Je ne sais pas si ça a déjà existé quelque part. Je me souviens du discours de Nicolas Sarkozy quand il a ouvert l'Expo pour le Grand Paris. Il a dit qu'il faut reconstruire dans les zones humides. Je pense que toutes les dréales ont failli se pendre. Mais il a raison, il avait raison. Il ne voulait pas dire qu'il fallait piétiner la question de la richesse du milieu naturel. Il voulait dire que simplement, on ne peut pas fabriquer la ville en tournant le dos à la nature. C'est ça qui me paraît essentiel. Et là, vous avez des exemples comme ça, vous en avez partout en France, de ce non-rapport qui, d'année en année, est en train de se durcir. Le Grenelle de l'environnement, par exemple, a considérablement durci le corpus réglementaire sur cette question de la nature. Et inévitablement, on se retrouve avec ces lisières ici, donc je reviendrai tout à l'heure, qui pourraient être les vrais lieux de projet, qui sont pour les lieux de création d'une espèce de mur invisible entre ces deux mondes, qui se comprennent plus. Alors voilà, il s'est créé toutes sortes de courants, de mouvements. Il y a eu une dizaine d'années une sorte de floraison de ce que j'appelais la tendance bois habité. Donc ces fausses illusions de nature, finalement, qui se sont plus ou moins installées dans le discours des urbanistes à travers cette éclosion des écoquartiers. Ça n'a pas produit que des choses inintéressantes. Je sais, comme de nature positive, je fais plutôt des bons exemples, mais ça ne montre pas vraiment
un grand progrès dans ce qui m'intéresse, c'est sur la manière dont le milieu naturel et le milieu construit s'enrichissent. Mais au moins, ça a permis, dans un premier temps déjà, de fabriquer un type de nature qui n'est plus la nature espace vert, la nature décor telle qu'on l'a connue dans les opérations jusqu'à présent. Il commence à y avoir ces lieux d'interface entre, même si ça reste encore très sage et que chacun reste un peu chez soi, malgré tout, cette esthétique-là, parce que c'est aussi une nature qui... Donc, les gens ont souvent beaucoup de mal à l'accepter parce que ça a un petit côté non aménagé, non entretenu. Tous les maires, d'ailleurs, me disent que quand ils ont installé le zéro phyto dans les villes, enfin, il y a beaucoup de villes qui l'ont fait, donc fatalement, il y a un petit peu d'herbe qui pousse entre la chaussée et le caniveau. Les concitoyens l'appellent, les élus, en leur disant « mais à quoi ça sert quand vous n'avez plus d'argent, où passent nos impôts, si on ne peut même plus avoir un caniveau propre ?» Donc, il y a dans les têtes quelque chose qui doit aussi évoluer doucement pour arriver à accepter que la biodiversité et toutes ces notions-là, elles produisent un autre type de paysage qui nous paraît un peu à prime abord comme non entretenu, mais qui est une des expressions de la richesse de des territoires. Et puis, bon, il y a la question... on ne peut pas aborder cette question ville-nature sans parler de l'agriculture qui, particulièrement dans la région parisienne, est une agriculture extensive. Donc, vous cultivez du maïs à quelques mètres là où on habite, mais ce maïs-là, il est exporté aux États-Unis ou en URSS. Donc, on a cette situation très violente entre la grande culture et la ville qui est un lieu de frustration. Mais, bon, j'ai remis ici, à titre de mémoire, les prévisions des météorologistes qui, 2100, donc c'est demain, si on était à l'échelle, Paris aura à peu près la température de Cordoue aujourd'hui. Mais quel est le rapport entre l'agriculture et cet accroissement de la température? Elle est beaucoup liée au fait justement que dans les périodes chaudes, dans la région Île-de-France, eh bien, les champs sont nus puisqu'on coupe les céréales vers le début juillet, en général vers le 14 juillet, l'ensemble des cultures extensives sont récoltées. Et donc, pendant toute la période chaude, la terre, elle ne vit plus, elle ne produit plus, elle n'est plus un lieu de rafraîchissement de l'air parce qu'on est dans des monocultures dont le cycle végétal se termine quand on en aurait le plus besoin. C'est un peu sur cette question-là qu'on a construit cette première expérience d'inversion du regard dans une compétition qui avait comme but d'imaginer ce que serait la ville post-Kyoto. Je trouve que cette question passionnante parce qu'elle n'a jamais été posée. Personne d'autre d'ailleurs que les Français ne peuvent se poser ce genre de questions. Redessiner mal la ville avec cette vision de ce que pourrait être le visage du XXIe siècle si on appliquait à la lettre le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto, qui va être renforcé dans le protocole de Paris dans quelques jours, dit que on doit réussir à minima à baisser la température de 2 degrés. Et cette question-là, j'ai trouvé intéressante de la tester avec Météo France, qui sont... Bon, en règle générale, personne n'avait jamais encore fait le lien entre les outils prévisionnistes de Météo France avec un projet d'aménagement. Eux-mêmes, d'ailleurs, ont été un peu surpris au départ de... Qu'est-ce que je leur demandais? Parce que leur logiciel était plutôt paramétré pour une maille beaucoup plus grande, mais ils ont joué le jeu, ils ont affiné leur système, leur logiciel pour arriver à travailler sur une
sur une échelle qui est celle de notre métier. Et donc, on a joué avec eux en prenant, c'était 100% expérimental, donc on pouvait se permettre ce genre de liberté en travaillant simultanément sur le couvert forestier, sur la question de la présence de l'eau et sur l'agriculture diversifiée. Donc ce sont les trois paramètres sur lesquels on est capable de jouer sur un territoire. Vous voyez, vous avez ici la forêt de Sénart. Donc on a pris ce terrain de jeu, en gros, des grandes forêts autour de la région parisienne. Et on a fait des simulations pour voir jusqu'à quel point il faudrait étendre le couvert forestier, jusqu'à quel point il faudrait accentuer la présence de l'eau, jusqu'à quel point il faut qu'on arrive à réintroduire l'agriculture diversifiée. Et ce qui m'intéressait, c'était en créant ce gigantesque climatiseur, donc qui a comme objectif la nuit de fabriquer de l'air frais qui circule vers le centre, le cœur dense de l'agglomération, de dire, mais finalement, si on prend le climat comme le nouveau outil d'aménagement du grand territoire, probablement, on pourra trouver des leviers d'action pour que le périurbain dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est une forme de ville qui avance en reculons, pourrait retrouver un dialogue beaucoup plus dynamique et plus intéressant, et donc des formes urbaines qui n'auraient rien à voir avec les escalopes telles qu'on les connaît aujourd'hui. C'est une hypothèse, donc je suis devenu le -2 du Grand Paris, cette idée de faire une relation, une passerelle possible entre la question climatique et la question d'aménagement des territoires. Alors c'était très théorique, parce qu'aujourd'hui, personne n'a d'outils concrètement pour travailler ensuite sur ces grands territoires. Et c'est d'ailleurs une des problématiques à laquelle je suis confronté à permanence quand je travaille sur cette question de la géographie active, parce que quand je travaille sur les infrastructures, par exemple, j'ai toujours un service de quelque chose qui est chargé de s'occuper des infrastructures. Quand vous travaillez sur la ville urbaine, sur la ville dense, vous avez des services qui sont chargés de travailler sur cette question-là. Quand vous êtes sur les espaces publics, vous avez des services comme les espaces verts, etc., qui existent pour gérer ce genre de questions. Mais quand vous travaillez sur le grand territoire, sur la géographie, il n'y a personne qui est capable de prendre en main cette question. C'est une des choses sur lesquelles nous butons systématiquement aujourd'hui. Et je dis souvent aux maires, au fond, peut-être qu'on pourrait essayer de voir si les services des espaces verts, qui sont, je ne sais pas, c'est un produit des années 60, ou qui fleurissement des ronds-points, tout ça, je pense qu'on pourrait peut-être les supprimer, et pour essayer de refaire un service, j'allais dire, géographique qui reprend cette question de la nature à l'échelle qui convient aujourd'hui. Je pense que le passage à la métropole va reposer cette question-là d'une manière peut-être plus ouverte et plus intéressante que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Donc, c'est tout ça pour arriver lentement dans cette idée que le processus de reconquête de la ville, on l'a abordé jusqu'à présent par le projet urbain, par donc cette façon de la ville qui se refait sur elle-même, mais dont on a vu aussi que les actions sont forcément très modestes et très limitées, parce que vu l'étendue de la tâche, ce ne sont pas quelques projets exemplaires de ci, de là, qui vont changer profondément la question de la ville périphérique. Je prends toujours cet exemple d'un dessin d'une ville maillée aux États-Unis, parce que j'aime beaucoup les damiers. Je fais une étude sur tous les damiers existants dans le monde, et ce qui m'a vraiment fasciné dans ce travail-là, c'est que en 1788, donc une année avant la Révolution française, a eu la vraie révolution. Celle de la France a été l'abolition des privilèges. Celle de 88, quand Jefferson aux États-Unis a quadrillé le pays pour faire ce damier agricole
qui était basé sur le mile. C'est-à-dire qu'un mile, ça veut dire un bout de territoire qui permet de nourrir une famille. C'est comme ça qu'a été quadrillé les États-Unis. Et bien, ce dessin-là qu'il a appliqué de façon tout à fait systématique sur l'ensemble du territoire a fini par dessiner toutes les villes américaines. On le voit bien que quand vous prenez un plan de New York, de Chicago, vous voyez que quand vous regardez la manière dont s'est construite la ville, c'est que le damier agricole, qui au départ était donc fait pour nourrir une famille, il a été récupéré entièrement par les villes, certes en se remaillant, en créant des mailles plus fines pour être adaptées aux îlots urbains, mais toutes les trames aujourd'hui, toutes les villes tramées, sont le résultat d'un dessin agricole. C'est très intéressant d'imaginer que c'est en fait un ingénieur agronome qui a été à l'origine de la ville moderne. Mais il n'a évidemment pas pensé à cette époque-là aux conséquences que ça aurait sur... Mais c'est intéressant de voir intellectuellement comment ce rapport, cette mécanique s'est installée entre un dessin agricole et un dessin urbain. Après le Grand Paris, on a repris cette idée de l'inversion du regard avec Bernard Reichen sur le SCOT de Montpellier. Où les SCOT, ce sont des outils de planification urbaine qui doivent décider où on construit, où on ne construit pas, quelles sont les actions prioritaires à mener sur les territoires qui, en général, sont des territoires métropolitains, mais avec quand même pas mal de périphéries. Et en général, ce sont des documents totalement illisibles, avec plein de flèches, beaucoup de symboles, c'est de mettre l'ensemble des champs, des paramètres qui sont les vecteurs de la planification urbaine traditionnelle. On avait décidé de resimplifier, de revisiter complètement cette manière de fabriquer de la prévision territoriale en ne décidant que d'une chose, ce sont ces traits-là, qui sont les limites qu'on a installées entre la ville et la nature. Et cette limite-là, les traits pleins, ce sont les limites qui existent aujourd'hui. Quand je dis qu'elles existent, c'est qu'elles sont physiquement installées dans le territoire soit par une lisière, soit par un cours d'eau, soit par une rupture de niveau, mais ce ne sont pas des limites administratives, ce sont vraiment des limites qu'on peut considérer comme stables. Et puis, il y a les limites à constituer, ce sont tous les pointillés qui se trouvent dans ce dessin et qui sont devenus les vrais lieux de projet. C'est-à-dire qu'au lieu de dire on continue à regarder la ville vers l'extérieur en reculant progressivement, on a pris le sujet à l'envers en disant vous voyez, ce qui dessine finalement le territoire, c'est le vert, et c'est sur la question de ce trait qui fait la limite entre les deux que se fabrique la ville nature, avec les densités, avec les formes urbaines qui vont bien dans ce type de situation. Ça a été pour moi un moment très fort dans ma vie parce que j'avais jamais fait de SCOT, donc c'est la première fois que je travaillais, parce que autant le Grand Paris était une sorte de champ d'expérience libre sans aucune contrainte, le SCOT est un outil réglementaire qui se traduit ensuite dans les PLU, donc qui devient intangible. Donc on n'est plus du tout dans l'expérimental, là on est dans le travail réel sur la planification urbaine. Ce qui est intéressant, c'est que ce travail, on l'a fait il y a 10 ans, et très récemment, la de Montpellier a relancé un appel d'offres dont je ne connais pas les résultats, je ne sais pas s'il y a un Montpellier, non, il n'y a personne, dans la salle, pour dire, voilà, au bout de 10 ans, que ce SCOT est maintenant appliqué, on aimerait le revisiter, on aimerait le revoir pour d'abord faire le bilan sur ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce que je trouve plutôt bien. C'est une des forces d'ailleurs de la ville de Montpellier, c'est qu'elle a toujours envie non seulement d'être à la pointe des concepts, mais en même temps de les appliquer et d'en tirer les conclusions. Et donc,
j'ai pu un peu revisiter cette histoire avec 10 ans de recul et je me suis aperçu d'une chose. Évidemment, donc la limite a tenu puisqu'elle est inscrite dans les PLU. Par contre, ce qui n'a pas fonctionné ou peut fonctionner jusqu'à présent, c'est l'idée que la limite devient un projet. Donc elle est restée quand même très figée dans un document administratif. Et à part le Sud, là, sur lequel nous travaillons toujours avec Bernard Heichen, dans une espèce de service après-vente du SCOT, sur lequel on a vraiment appliqué ce concept-là sur plein d'autres endroits, et ça m'intéressait de voir dans les plus petites communes comment ça avait été traduit dans les faits. J'ai envie de dire que pour l'instant, les communes ont pris comme un réflexe assez classique, la limite est la limite, mais ça n'a pas changé vraiment la manière de planifier la ville qui se trouve derrière le trait. Donc j'ai refait un texte sur 10 ans après, où l'inversion du regard, acte 2. Les choses-là prennent du temps, s'installer dans les... Entre-temps, d'ailleurs, il y a des nouveaux élus, une nouvelle génération qui arrive, qui est beaucoup plus sensible à ces questions que l'étaient des gens comme Georges Frêche, qui était dans Montpellier, doit rayonner en Chine. Donc on est en train de refaire ce travail d'accentuation, d'activation des projets en construisant d'abord les bords avant de construire l'intérieur, en les croisant bien entendu avec les autres grands paramètres comme les lignes de tramway, etc. Donc ça reste un champ d'expérience qui est pour l'instant inachevé pour moi sur cette question, et je me suis aperçu aussi que c'est un métier de patience inouïe, quoi, parce que 10 ans finalement c'est passé très vite, il ne s'est pas passé tant de choses que ça sur le territoire, et que pour voir les vraies influences d'un acte qui a été quand même radicalement différent de tout ce qui a été pensé avant, il faut presque une trentaine d'années pour le voir. Donc pour nous, 30 ans, c'est-à-dire que moi j'ai 55 ans, ça veut dire 85, 90 ans, il faut que je vise vraiment vieux pour arriver à comprendre si ce travail qu'on fait aujourd'hui a vraiment des effets. Voilà, alors ce travail-là, il produit des documents. C'est la première fois que je fais un projet nature, parce que ça, on toujours fait des plans nature, mais qui sont des plans géographiques assez abstraits. Là, pour la première fois, on a pu dessiner le parcellaire agricole. Tout ça, c'est de la friche actuellement. Tout ça, ce sont des centres commerciaux. Donc, vous voyez un peu l'ampleur du changement dans lequel on travaille, avec cet outil qui est absolument un allié indéfectible, qui est l'eau. Tous les ans ou tous les 2 ans, le sud de Montpellier est inondé, ce qui devient un problème de plus en plus difficilement acceptable, disons, et que l'année dernière, à cette époque-là d'ailleurs, il y a eu un épisode où c'est l'hypermarché Carrefour là, qui avait 1,50 m d'eau dans son magasin. Donc progressivement, on arrive à sortir ces projets en se basant, ce que j'appelle à vivre avec la menace, c'est-à-dire que le projet hydraulique ne devient plus simplement un projet de préservation de l'existant, mais il devient le support même de la ville qu'on est en train de construire. Ça, c'est très... Là aussi, on est dans l'inconnu total, parce que personne ne nous aide vraiment, et je veux dire, en particulier l'État ne nous aide pas beaucoup dans cette démarche que je considère comme totalement innovante, mais bon, il y a un cours d'eau qui traverse. Donc ça, aujourd'hui, à cet endroit-là, il y a 50 ou 60 boîtes, genre La Paire ou Saint-Maclou, vous voyez, donc l'ampleur du changement. Donc c'est la première étape d'une réinstallation du nature. Ensuite, on commence à constituer les franges sur lesquelles ensuite vont se régénérer les tissus qui sont derrière. L'hyper qui est ici va disparaître parce que
il y en a un trop sur le secteur, donc il est le moins... Ou d'une certaine manière, on peut aussi, en travaillant sur ces projets, les tuer, en les rendant plus difficilement accessibles. On peut jouer un peu avec tous les paramètres, parce que ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, ce premier jet de reconstruction d'un territoire s'accompagne d'une mutation des rives qui, comme je vous le disais tout à l'heure, n'est pas encore... voilà, je trouve que le résultat n'est pas encore probant. D'ailleurs, je trouve que les images, elles ne sont jamais très spectaculaires sur ce résultat. Et donc ce travail-là, on est en train de l'infiltrer dans l'ensemble des quartiers qui sont donc dans ce sud montpelliérain, avec comme seul outil de travail qu'on a trouvé jusqu'à présent, c'est de décréter que l'ensemble du territoire dans lequel il faut qu'on raisonne pour faire ce projet paysage, c'est une grande ZAC agricole, finalement, et que c'est l'aménagiste de la partie urbaine qui s'occupe aussi de la partie agricole. Donc, on est en train de réinstaller des agriculteurs, on est en train de réinstaller toute une série d'activités autour de ce projet nature, en attendant que les éléments de mutation urbaine interviennent. J'aime beaucoup cette image qui est une image du quartier Rieselfeld à Fribourg. C'est deux grands écoquartiers que j'ai fait visiter je ne sais plus combien de fois. J'étais même à une époque guide officiel des Français en visite des écoquartiers allemands. Mais en même temps, c'était à un moment donné des vrais modèles qui ont... J'ai même accueilli des Réunionnais qui étaient venus voir... Qu'est-ce que vous voulez apprendre en Allemagne Mais ce qui est intéressant sur, par exemple, Rieselfeld, c'est on est sur la limite ici entre le quartier et une ferme qui a été installée en même temps qu'a été installé le quartier. Et ce qu'on voit, c'est que la grande densité, elle n'est pas au cœur de la ZAC comme on le fait si souvent en France, mais sur les bords, pour activer et intensifier ce rapport entre ville et nature. Alors, les promoteurs le comprennent très bien, puisque la nature, c'est plus 30%, parce que la vue, etc., ça se monnaie très très bien. Et donc, même si l'image est encore perfectible, on a quelque chose ici qui parle de ce rapport entre ville et nature, avec en transition simplement une très très belle promenade cyclable qui permet... Il n'y a pas nécessité forcément de pouvoir entrer partout, parce que comme l'agriculture a un certain nombre de contraintes, mais déjà de pouvoir ne plus avoir la dernière étuya et la première rangée de mailles, c'est déjà un grand progrès pour moi. Voilà, alors j'essaye de repérer un peu partout où je voyage, c'est la manière dont s'exprime ce rapport entre la nature, la vraie nature, et la forme urbaine, et la manière dont on installe les transitions. Le plus bel exemple pour moi dans ce domaine, c'est la Hollande et la Belgique, qui sont deux pays totalement, je veux dire, urbanisés aujourd'hui. La campagne n'est plus qu'une sorte de grand espace de compensation de la ville. Curieux d'ailleurs, parce que quand vous promenez un peu en Belgique, vous voyez des ânes, des autruches, toutes sortes d'animaux qui sont pas des animaux agricoles visiblement, mais qui montrent bien qu'il y a une sorte de vie nouvelle qui s'est installée dans ce rapport, dans lequel on tolère que les habitants peuvent rentrer dans ce rapport ville-nature en élevant des animaux qui retrouvent leurs espaces de liberté. Je trouve que c'est un bon marqueur d'un rapport. Et c'est vrai quand vous promenez un peu en campagne hollandaise, partout vous avez ces grandes promenades. Et puis dans une ville lotie, on trouve ces formes de culture qui sont tout à fait inédites.
Voilà, il y a peu de projets finalement dans ce domaine. J'ai participé avec la communauté urbaine de Bordeaux sous le mandat précédent de lancer une compétition qui s'appelait 55 000 hectares. C'est-à-dire qu'on prenait l'hypothèse que le projet était lancé par le territoire non construit. 55 000 hectares, c'est la surface non construite sur on dit la métropole bordelaise, et avait invité 5 équipes de paysagistes à essayer dans une sorte de procédure d'étude de définition, de voir comment on pouvait approcher cette question de la nature est un projet. Et là, c'est un dessin de l'agence Terre qui avait, de manière assez peut-être intéressante, prolongé le travail qu'on avait initié sur le SCOT de Montpellier avec ce qu'ils ont appelé le plan des bords. Donc, au fond, ça revient un peu au même sur ce travail des limites en démultipliant les situations dans lesquelles les deux, l'urbain et la nature, peuvent se fertiliser. Donc, en créant des situations là où aujourd'hui il n'y en a pas. C'est vrai que c'est une démarche assez innovante. Ensuite, j'ai repris cette affiche d'une exposition qui avait eu lieu à la Cité de l'Architecture il y a 2-3 ans sur cette idée de la ville fertile. Donc là, on parle plus simplement des questions de contact entre les deux, mais c'est que c'est le substrat de la ville elle-même qui redevient un lieu dans lequel peuvent s'exprimer des formes de coopération ville-nature tout à fait inédite. Le titre est intéressant, l'expo beaucoup moins, parce que derrière, finalement, l'absence de matière qu'il y a encore dans ce domaine, l'expo a quand même essentiellement repris les projets les plus connus ou les plus avancés sur cette question de l'écologie, mais il n'y avait pas vraiment de vraies révélations, parce que tout simplement, je crois qu'aujourd'hui, le bilan sur cette question est assez faible. On a mis au point une méthode, encore une fois, que je ne sais pas si elle va aboutir à quelque chose, sur l'idée de mailler l'ensemble du territoire par un indice de fertilité, en partant du rouge, qui est le degré zéro de la fertilité, j'ai envie de dire le parking de Saint-Maclou, et dans le vert foncé, on est dans un haut lieu de la biodiversité. Et donc, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est qu'elle... Vous voyez, donc là, on est dans l'indice de fertilité zéro, par exemple, et avec le jardin privé, on n'est plus tout à fait dans le zéro, mais presque, parce que la végétation est quand même réduite à ce qu'on trouve dans les étalages des garden centers, donc le laurier cerise, le thuya, le pin, etc. Donc, en termes de richesse biologique, c'est pas une végétation, mais le sol est quand même poreux, etc., etc. Donc, c'est déjà un indice qu'on a considéré comme moyen. Et puis, les projets canopés, par exemple, on est dans des indices très élevés. Ça, c'est l'image de ma maison à Strasbourg, parce qu'on dit on peut faire ça en milieu périurbain, parce qu'il y a de la place, mais non, on peut aussi le faire j'habite en plein centre-ville, à 200 mètres de la cathédrale. On peut aussi le faire en travaillant sur son toit, par exemple, comme je l'ai fait, sur ma maison. Tout ça pour arriver à une situation dans laquelle le travail de l'inversion du regard qui part de l'extérieur vers l'intérieur et un travail sur l'indice de fertilité qui travaille sur l'intérieur lui-même. En cumulant les deux, on arrive à fabriquer une ville qui se rafraîchit la nuit par l'extérieur et de jour qui essaie de maintenir des températures acceptables par l'intérieur. Parce que ce que je vous avais raconté sur le climatiseur urbain qu'on avait fabriqué sur le Grand Paris, c'est un système nocturne. Mais évidemment, quand vous avez le cagnard dans la journée, ça
ça ne fonctionne pas. Donc il faut que dans la journée, on essaye de faire en telle sorte que la ville ne devienne pas une sorte de brique réfractaire qui accumule trop de chaleur. Et ce travail-là, je trouve que, comme on est dans une période dans laquelle la question de la densité est le sujet qui est totalement incontournable dans le domaine de l'urbanisme, je dis toujours à mes confrères urbanistes qu'on ne peut pas travailler la densité sans travailler la nature. C'est-à-dire que l'un et l'autre sont indissociables. Si vous travaillez l'un sans l'autre, d'abord, c'est en termes d'acceptation, c'est pratiquement impossible à faire aujourd'hui. Et en termes de résultats, on est capable, en travaillant simultanément sur ces deux domaines, de fabriquer des formes urbaines un peu nouvelles, un peu inédites. J'ai pris comme exemple les jardins de la Lironde à Montpellier, qui est une des opérations qui fait partie de notre champ de laboratoire dans le sud de Montpellier, dans lequel finalement des grappes de densité comme ça sont installées, c'est un projet de Christian de Porzampar, dans un paysage qui n'est plus de l'espace vert, mais qui est un vrai espace nature dans lequel sont guidées les eaux qui traversent ce territoire. Voilà, ça c'est une forme possible, plausible, de ce que cette pensée simultanée sur ville et nature peut produire de meilleur. Des images comme ça, il n'y en a malheureusement pas beaucoup pour l'instant, et que c'est un peu le challenge pour nous et pour vous, enfin en tout cas les plus jeunes d'entre vous, d'imaginer comment le XXIe siècle, qui sera le siècle du durable, quelles seront les nouvelles images, les nouvelles sensations urbaines que peut produire ce double raisonnement, autre que les waterfronts stériles de Dubaï. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que tout ça se fait aujourd'hui dans un climat que je qualifierais de morose, et c'est particulièrement flagrant quand on voyage un peu à l'étranger et qu'on revient en Europe. On a un peu le sentiment que le paradis sur Terre ne peut produire autre chose qu'une forme de pessimisme qui, au fur et à mesure qu'on arrive vers la quintessence en termes de qualité, devient fatalement une sorte de refermement sur nous-mêmes. Donc je cherche partout, et je trouve que c'est la vraie priorité en Europe, de ne plus forcément travailler que sur des questions d'aménagement, mais de retravailler sur la question humaine, comment on peut profiter de tout ce travail qu'on peut installer dans ce double rapport ville-nature. Je n'ai pas osé, mais enfin, je n'ai pas plus précisément pas trouvé la belle image. Ça, c'est la traversée de l'Isar, à Munich. Réhabilitation exemplaire de ce rapport entre un fleuve ou une rivière alpestre avec une ville, à tel point qu'ils ont tellement très bien réussi leur coup que c'est devenu le plus grand camp nudiste d'Allemagne, en pleine ville, ce qui, dans la Bavière quand même, qui est une des régions les plus conservatrices d'Allemagne, est un tour de force absolument génial. Je ne sais pas pourquoi, ou c'est ma collaboratrice qui les a rhabillés, mais quand vous traversez les ponts, vous avez un spectacle en été qui est quand même très étonnant pour un pays conservateur. Mais cet été, j'étais à Londres, dans les quartiers qui se trouvent au nord de la City. On commence à sentir que cette idée de vivre le présent, vivre avec ce qu'on a, vivre dans une forme de festoiement collectif et quotidien, dans une ville qui est en pleine effervescence, produit des choses. Ce que j'aimerais, c'est que l'écologie qu'on présente systématiquement
comme une sorte de culpabilité collective, quoi. Nous sommes tous des pécheurs, nous devons faire repentance. Ça marche d'ailleurs bien dans une culture judéo-chrétienne, parce qu'on a appris ça au catéchisme. C'est quelque chose que j'aimerais retourner en disant que, vu le niveau de vie, vu la qualité dans laquelle nous vivons aujourd'hui, et je peux vous dire, quand vous allez un petit peu à l'étranger, hors d'Europe, on nous regarde comme le paradis. C'est pas pour rien que tous les migrants aujourd'hui, ils cherchent à rentrer dans ce qu'ils appellent les beaux pays. Mais simplement, nous, on ne sait plus en profiter, on ne sait plus voir ça, et que je pense qu'un des un travail important ne sera plus forcément, et la crise financière nous aide un peu dans cette affaire, de dire il faut continuer dans une espèce de fuite en avant perpétuelle à faire des projets. Mais il y a peut-être juste à profiter de tout ça. Mon ami Jean-Luc Nancy appelle ça revivre le présent collectif d'une manière festive. Et c'est pour ça que j'ai d'ailleurs rebaptisé mon bureau Atelier d'écologie festive. Ces deux mots qu'on associe très rarement, et le lieu emblématique pour moi c'est le projet de l'aéroport de Tempelhof à Berlin, qui est une sorte d'échec urbain, puisqu'il y a eu un grand concours tel que les Allemands savent les faire quand ils abordent des territoires comme ça, dont la population a massivement exprimé un rejet, dont le maire a dit bah, mais c'était comme ça, je vous donne le terrain et faites ce que vous voulez. Ça l'arrangeait bien parce que la ville était financièrement dans une situation délicate. Mais ce que personne n'avait imaginé, c'est que les gens l'ont pris au mot et qu'ils ont investi ce terrain qui n'est pas le plus facile parce que c'est un aéroport, donc c'est tout plat, il y a grande échelle, pas d'arbres, etc. Mais tous les week-ends, il y a 5 000, 10 000 personnes qui se rendent sur ce site-là pour faire tout et n'importe quoi, entre les raves, les jardins familiaux. Chacun peut faire ce qu'il veut, un vrai espace de liberté. La piste d'envol, elle sert à des choses tout à fait... enfin, il y a une créativité dans cette... et je trouve que, voilà, ces espaces-là, cette liberté-là, je ne connais pas beaucoup d'équivalents comme ça, de sites dans lesquels on n'est plus dans des lieux suraménagés, surdessinés, mais on laisse faire. C'est intéressant quand on voit maintenant, je suis ce site parce que je le trouve assez emblématique, qu'au bout de quelques années, quand les pratiques commencent à se sédentariser, on voit qu'il y a quand même le début maintenant d'une réflexion de durcissement des bords par des nouvelles constructions. Mais donc le processus se fait totalement par l'usage, par le citoyen, par ce que j'appelle la plus belle forme d'expression collective de l'écologie. Et c'est comme ça que j'aimerais qu'on puisse travailler dans les années à venir. C'est totalement en porte-à-faux avec la commande. Personne ne commandera un laisser-faire. Ça rapporte rien au BTP parce que, évidemment, c'est pas un travail, il n'y a pas d'investissement, ou du moins pas tout de suite. Mais ça interroge terriblement, ou ça sollicite terriblement les réseaux sociaux, tous ces modes de communication nouvelles entre les gens qui ont totalement ringardisé la réunion publique. Et qu'il faut qu'on rentre dans cette histoire. Sinon, bientôt, nous aussi, nous serons ringardisés. Merci beaucoup.